Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct reçoit ce mardi matin M. Abdelwahed Krar, président de l'UNOP, l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie, et directeur général de Biopharm. M. Abdelwahed Krar, bonjour. Merci d'être parmi nous. Donc, avec Hassan Haddouche, qui nous a rejoint in extremis ce matin. Bonjour. Nous allons aborder une autre filière industrielle un peu ressemblante à qui a annoncé un peu l'intégration industrielle en Algérie. Donc c'est la production de médicaments. On avait parlé de la filière naissante de l'assemblage automobile il y a une semaine. Monsieur Krar, on va pouvoir parler de tout ça, mais auparavant nous sommes obligés de nous arrêter sur une thématique de l'actualité qui a défrayé la chronique ces derniers jours. C'est on va dire la montée en puissance d'une pharmacopée parallèle. On a eu l'affaire Arachbi, donc ce complément alimentaire qui serait miraculeux dans le traitement du diabète. Il y a un auditeur, Mourad Amokran, qui nous dit pourquoi l'UNOP n'a pas réagi à l'affaire Arachbi. Pourquoi l'UNOP n'a pas réagi à l'affaire Arachbi? Heureusement que l'UNOP n'a pas réagi a posteriori à l'affaire Arachbi, parce que les adhérents que je représente, les 33 adhérents que je représente et qui pèsent 80% du marché pharmaceutique national, nous préférons rester dans notre périmètre d'action. Et on voit aujourd'hui, a posteriori, que certaines sources disent que voilà, c'est certains laboratoires, certaines multinationales qui ont des produits qui traitent le diabète, qui seraient derrière toute cette situation. Et donc on victimise, encore une fois, on essaie de victimiser, je sais même pas comment le qualifier. C'est pas un laboratoire, c'est pas un inventeur. Mais au-delà, si vous voulez, des aspects internes de l'impact négatif sur le territoire algérien, je préfère passer rapidement sur ça parce que beaucoup de choses ont été dites. Nous, ce que nous déplorons à l'UNOP, c'est qu'au moment où l'industrie pharmaceutique algérienne a connu, disons, une certaine croissance, nos produits commencent à être exportés et réellement appréciés dans certains pays voisins et africains. Au moment où des cadres de l'industrie pharmaceutique algérienne se feraient un chemin au niveau local et régional, ils sont appelés à communiquer sur l'industrie, sur le développement de notre industrie. À ce moment-là, tout ce qui a été patiemment bâti depuis une vingtaine d'années vole en éclats à cause de cette scabreuse histoire. Donc vous considérez que cette situation a porté préjudice à la production médicale algérienne? Certainement, ça porte réellement un préjudice à l'image. Mahsoub Ali comme quelqu'un comme Zaïbat? Non, mais vous savez, ceux qui sont en dehors du territoire algérien voient l'Algérie, elle reflète une image, elle donne des messages. Et heureusement que ce monsieur n'est pas adhérent de l'UNOP, il ne l'aurait jamais été. Mais aujourd'hui, on parle de compléments alimentaires, on avait parlé de médicaments, qui est d'origine algérienne. Il se trouve qu'on a des adhérents qui exportent aujourd'hui et qui surtout ont des ambitions d'exportation et une certaine confusion peut être implanté dans l'esprit des pays dans lesquels nous exportons. Et dans tous les cas, globalement, c'est une mauvaise image que véhicule l'Algérie. Il n'y a qu'à voir les médias internationaux, comment ils en parlent, c'est tout. Oui. Plus généralement, il y a eu en même temps cette ouverture d'une clinique de la Roqya Sharaïa à Relizane, avec Blahmar donc à l'initiative. Comment plus généralement vous expliquez l'évolution de cette pratique-là? Elle existait dans la société, elle est en train de s'institutionnaliser avec ces deux épisodes. Oui. Comment vous Je pense d'abord qu'il faudrait, dans tous les cas, qu'on se pose des questions, qu'on analyse la situation et qu'on essaye de tirer des conclusions.
Si vous voulez, c'est des pratiques qui existent depuis, je parle de pratiques diverses, qui existent depuis la nuit des temps, qui étaient naïves. C'est des pratiques de nos grands-mères, qui se traitaient, mais d'une manière naïve, non lucrative, mais surtout, qui se limitaient à traiter une fièvre, une rougeole. Moi, j'écoutais la radio il y a 3 ou 4 jours sur une chaîne nationale et j'entendais quelqu'un parler de traitement du cancer par les plantes. C'est une situation qui est extrêmement grave. Oui. Et ça se dit d'une manière, ça a été répété 3 ou 4 fois, martelé même. Donc, sur une chaîne de radio nationale. Oui, c'est une chaîne de radio nationale. De façon, je sais pas si tu le sais, Hassan, mais dans les radios, dans les voitures, on écoute que les chaînes de radio nationale publique. Le privé n'a pas le droit encore à la radio. Donc ça, c'est un recul qui est vraiment flagrant et heureusement que, je vais encore parler d'un sujet qui fâche. Il y a une loi sur la santé, tout au moins un projet de loi qui traite de ces sujets-là. Et on devrait interdire, sinon criminaliser de tels propos. Ça ne veut pas dire, en tout cas à l'UNOP, nous sommes pour, une médecine traditionnelle à base de plantes, mais qui soit encore une fois cadrée. Aujourd'hui, il n'y a aucune ligne qui est écrite dans la nomenclature, par exemple, à base de plantes. Par exemple, si je prends cet exemple-là, les produits nutraceutiques, en tout cas, il y a un vide réglementaire qui est énorme. Il faudrait qu'il soit comblé et il faudrait surtout encadrer tout ce qui concerne la communication par rapport à ces produits et réellement criminaliser tous ceux qui peuvent prétendre traiter des maladies sérieuses à base de produits qui n'ont jamais démontré leur efficacité. Il y a un projet de loi santé qui devait être présenté à l'Assemblée nationale. Vous avez dû être approché en tant que partenaire dans le secteur. Est-ce qu'il prévoit ces dispositions-là, projet de loi? Le projet de loi sur la santé prévoit ces dispositions. Bien sûr, d'autres viendront dans les textes d'application, mais le projet de loi sur la santé prévoit plusieurs dispositions, la définition en tout cas des nomenclatures de produits. Et bien sûr, dans les textes d'application, bien sûr, l'essentiel va être dit, notamment par rapport à la communication sur ces produits-là. Très bien. On peut rappeler, on va en parler tout à l'heure, mais on peut rappeler, dans le cas d'un médicament, la procédure de mise sur le marché est une procédure compliquée. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des laboratoires à travers le monde qui fabriquent des médicaments. Et il y a des pays qui enregistrent ces médicaments. Donc un médicament, avant d'être mis sur le marché, il a besoin d'être autorisé, enregistré par les autorités du pays concerné. Ces autorités demandent bien sûr un dossier sur ce médicament et une autorisation, après étude bien sûr, analyse et tout ça, il y a une autorisation qui est donnée en contrepartie, ce qui est très important, d'une présence du médicament, d'une disponibilité, d'une assurance de la qualité, d'une assurance de la pharmacovigilance et surtout d'un retrait des produits s'il y a des problèmes. Et c'est ce qu'on appelle, ce que je viens de dire, les 4 points, ce qu'on appelle la responsabilité pharmaceutique, qui n'existe toujours pas dans la réglementation algérienne et qui est prévue dans ce projet de loi sur la santé. Quand vous dites ça, parce qu'on reste sur un sujet de santé publique, quand vous dites ça, vous nous dites en même temps, Monsieur Kerrar, qu'il y a des médicaments qui sont distribués en Algérie et le distributeur ne peut pas assurer cette responsabilité pharmaceutique. Bien sûr, il y a des médicaments aujourd'hui vous ne pouvez pas vendre un produit en Europe, par exemple, si vous n'êtes pas présent ou représenté légalement avec tout un arsenal, organisationnel, dans un pays comme l'Europe. Alors que, à contrario, il y a des pays européens, et même qui ne sont pas européens, qui vendent leurs produits à distance et qui se font représenter par des relais commerciaux qui n'ont aucune responsabilité pharmaceutique sur le terrain. Très bien, on va revenir donc à l'industrie du médicament dont vos 33 représentants détiennent une partie importante sur le marché algérien. On peut rappeler cette part de marché que détiennent les producteurs locaux en Algérie? Nous allons encore parler de sujets. Malheureusement, nous ne détenons pas des statistiques réelles. C'est complètement bizarre dans un pays qui se dit
encourager une filière industrielle de ne pas disposer des statistiques économiques qui sont indispensables pour la gestion. Vous avez quand même dit 80% tout à l'heure, hein, de la production. J'ai dit 80% des adhérents de l'UNOP représentent 80% du marché. Je pensais que vous parliez des statistiques du marché algérien. Oui, mais les 80% c'est la production en Algérie. Non. C'est du marché. Non, 80% du marché, tout le marché. Production et importation comprises. Ah oui, d'accord. Oui. C'est l'importation qui nous avait échappé, oui. C'est l'importation qui nous avait échappé, oui. Aujourd'hui, globalement, on produit la moitié de ce qu'on importe. C'est ce qu'on nous dit. Mais les chiffres réels, il y a un réel souci dans les chiffres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est des chiffres qui sont disponibles au niveau du ministère de la Santé, qui sont souvent contradictoires avec les chiffres du CNIS. On pourrait en parler. Cette maîtrise des chiffres, elle est extrêmement importante pour différentes raisons. D'abord, pour l'investisseur qui vient investir dans notre pays, il est extrêmement important qu'il ait tous les chiffres détaillés avec les profils épidémiologiques, pathologiques et tout ça. Deuxièmement, elle est extrêmement importante quand il s'agit donc d'un fabricant qui veut développer sa fabrication et aller sur d'autres segments thérapeutiques. Et elle est extrêmement importante, je parle de la filière pharmaceutique, mais ça peut être une autre filière, pour ceux qui négocient pour l'Algérie. On ne peut pas aller négocier des accords avec l'OMC si on n'a pas les chiffres sous les yeux. On ne peut pas défendre notre gâteau si on ne le connaît pas sur le bout des doigts. Oui. Donc c'est pour cela que la maîtrise des statistiques économiques est indispensable. Alors, ça me offre une transition vers un point sensible, un des périls peut-être qui va menacer l'industrie du médicament dans les prochaines années. Est-ce que partant du fait qu'on ne connaît pas bien le profil de production, les capacités par classe de produits, etc., est-ce qu'on n'est pas au seuil aujourd'hui d'une naissance d'une capacité excédentaire, d'une bulle de la production qui pourrait se préciser dans les années qui viennent, oui, notamment sur certaines gammes de produits? Il est clair que à la faveur des dispositions courageuses qu'a prises l'État algérien en 2008, en protégeant la production locale d'une manière progressive, avec une mise en œuvre qui n'était pas extraordinaire, mais disons avec cette décision courageuse, il y a eu un engouement extrêmement important des investisseurs. Et le fruit aujourd'hui, c'est qu'on est passé en 2007 de 17 ou 18% de couverture par la production locale à une couverture qui avoisine les 45-50%. Donc ça, c'est le fruit de cette mesure. Maintenant, ce qui n'a pas été fait, aujourd'hui on a 80 unités de production, ça fait chaud au cœur, on a 151 agréments provisoires pour le médicament qui ont été déposés donc au ministère de la Santé, et dont le ministère de la Santé a autorisé donc la mise en œuvre. Quand on sait qu'un pays comme la Tunisie ou le Maroc, pour prendre des pays qui couvrent bon an allant 60-70% de leurs besoins, fonctionnent avec 25-30 unités de fabrication. On voit tout de suite, comme je disais, ça fait chaud au cœur, mais rapidement ça fait froid au dos, parce que on voit que si ces investissements ne sont pas orientés, ne sont pas encadrés, il est clair qu'il y aura beaucoup d'unités qui vont fermer. Monsieur Krar, on peut rappeler les chiffres, donc 83 unités disponibles. Il y a 80 producteurs nationaux à partir de matières premières et 151 agréments provisoires. Donc ça, c'est des unités de production qui arrivent, qui sont dans le pipe? C'est des unités de production. Disons, oui, globalement, on se retrouve avec déjà ceux qui existent, se marchent sur les pieds et fabriquent plus ou moins les produits chimiques qui sont des produits de base et des produits tombés dans le domaine public, souvent qui ne sont pas de grande valeur ajoutée. Vous avez beaucoup de classes thérapeutiques aujourd'hui pour des raisons de jeunesse de l'industrie algérienne qui ne sont pas encore fabriquées, mais je pense qu'elles vont l'être dans les prochaines années. Vous avez tout ce qui est hormonal, certaines classes d'antibiotiques comme les céphalosporines, les anticancéreux,
L'avenir de l'industrie pharmaceutique, c'est les biotechnologies, la fabrication à partir de cellules vivantes, qui sont vraiment de plus en plus importantes dans l'arsenal thérapeutique. Tout cela n'est pas encore fabriqué. Le ministère de la Santé gagnerait, et c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter, à communiquer sur cela, à communiquer à tout nouveau investisseur, à orienter, et même, comme le fait la Russie, à confectionner des listes de produits pour orienter et inciter les fabricants à aller vers la fabrication de ces listes de produits qui sont essentiels et qui sortent un peu de la griffe des importations. Pourquoi ça ne se fait pas? Est-ce que c'est parce que le ministère n'accorde pas d'importance, parce qu'il n'a pas les moyens, des ressources humaines pour le faire? Aujourd'hui, il y a une inadéquation totale entre les responsabilités très lourdes qui incombent, les responsabilités organisationnelles, réglementaires, techniques qui incombent au cadre chargé de la gestion du médicament, avec les maigres moyens qu'ils ont, les maigres moyens humains et les maigres moyens matériels. Et réellement, ceci a été encore encouragé par le fait que cette direction de la pharmacie, tout le monde dit qu'il y aura une agence du médicament dans quelques années, donc c'est pas la peine d'investir sur la direction de la pharmacie, mais là ça fait très longtemps, et on peut investir sur une direction de la pharmacie et après orienter, affecter ces gens-là dans une future agence du médicament. Mais nous ne pouvons pas continuer dans cette indigence de moyens alors qu'on est dans un secteur qui est de plus en plus demandeur. Et cette direction de la pharmacie, elle peut de moins en moins répondre à la demande pressante et croissante des producteurs locaux et encore moins de les accompagner dans leur développement. Alors, parmi les demandes récentes et pressantes des producteurs locaux, nous avons noté dans les semaines qui sont passées une problématique prix. Vous avez, en tant que président de l'UNOP, interpellé les pouvoirs publics et notamment le régulateur sur le fait qu'il y a là aussi une inadéquation, comme vous le dites, entre l'évolution de la structure de vos coûts sur des produits que vous produisez depuis quelque temps, et puis le fait que la régulation empêche ces prix à la vente de bouger depuis un certain temps. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu cette problématique? Oui. Vous savez, c'est toujours malaisé, surtout de parler comme ça directement de prix. Quand il s'agit en particulier du médicament. Quand il s'agit du médicament, c'est toujours une histoire malaisée. Aujourd'hui, l'Algérie passe par une crise. Elle est en crise depuis 2014. Il y a l'érosion du dinar qui est là. Il y a l'augmentation je peux donner les chiffres de l'ONS, je peux donner les chiffres de la Banque d'Algérie par rapport à l'érosion du dinar, par rapport à l'augmentation des indices de prix. Et paradoxalement, le produit qui est enregistré en devise, qui est importé, lui, qui coûtait 250 dinars il y a 2 ans, aujourd'hui il coûte 350 dinars parce que le dinar s'est affaibli par rapport à une monnaie étrangère. Le produit fabriqué localement qui coûtait 250 dinars il y a 2 ans coûte toujours 250 dinars parce qu'il est enregistré en dinars et parce que son prix ne peut pas bouger sur la durée de la décision d'enregistrement qui est de 5 ans. Aujourd'hui, le problème, c'est que nos coûts sont en train d'augmenter, la valeur des matières premières qu'on achète à l'étranger est en train d'augmenter, nos marges sont en train de diminuer. On a saisi les autorités dans le cadre du comité de concertation il y a une centaine de produits sur lesquels les membres adhérents de l'UNOP ont des marges négatives, ce qui est interdit par la loi. Certains ont arrêté de les fabriquer. Et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que ce problème a été posé. Nous comprenons parfaitement l'attitude qui est, disons, du ministère de la Santé, dans une atmosphère qui est aujourd'hui la nôtre. C'est très difficile d'accepter des augmentations de prix, surtout par rapport à nos interlocuteurs, qui sont des directeurs centraux, et qui n'ont pas la latitude de dire oui, on peut ou non, on peut pas. Avant de continuer sur ce sujet, la centaine de produits, ça concerne
plus quelle catégorie thérapeutique? Ça concerne pratiquement toutes les catégories thérapeutiques, cardiovasculaires, gastroentérologie, dermatologie. Bon, il y a plusieurs. Ce qui est dommageable quand même, c'est que aujourd'hui, il y a eu un élan de l'industrie pharmaceutique. Il y a eu une baisse significative et de la facture, du coût de la consommation et du coût de remboursement. Les tarifs de référence, pour ne prendre que ça, qui ont été utilisés par la sécurité sociale pour contenir l'enveloppe de remboursement, sont adossés à 85% des cas sur la production locale. C'est pour vous dire tout le bien et le levier puissant qu'ont utilisé les autorités, autant la santé que la sécurité sociale, pour baisser soit le prix à l'importation, soit le prix du remboursement. Très bien qu'on ait été utilisé pour baisser la facture du médicament, c'est une très bonne chose. Mais à un certain moment, cette baisse effrénée des prix, qui est, je le dis encore, directement liée à une autre dimension majeure du médicament, qui est la qualité du médicament. Nous sommes en face d'une autorité sanitaire qui, à juste titre, nous impose les plus hauts standards de qualité dans nos installations, dans nos matières premières, mais en même temps, nous pousse à baisser nos prix d'une manière drastique. À un certain moment, il y a un arbitrage à faire, et cet arbitrage doit se faire sur les réalités des coûts, et ils doivent se répercuter sur le prix. Il y a un premier arbitrage dont vous avez parlé au passage. Ce sont des producteurs, des adhérents de votre association qui ont choisi d'arrêter de produire ces produits sur lesquels ils ont une marge négative. Oui. Est-ce que ça peut produire des ruptures d'approvisionnement? Parce que on peut rappeler que l'UNOP produit des produits qui ne sont pas importés. Donc, est-ce qu'on peut penser que à terme ça peut produire des ruptures d'approvisionnement sur certains produits? Moi, je voudrais seulement, c'est pas blanc ou noir. Il y a des produits qui sont interdits à l'importation, qui sont fabriqués par au moins 3 fabricants. Il y a des produits que le ministère de la Santé régule, qui sont fabriqués, mais quand le ministère de la Santé, en coordination avec les associations professionnelles, n'est pas sûr de la couverture et de la sécurité, ça c'est l'UNOP, encore une fois, qui a été derrière cette impulsion de sécuriser la disponibilité des médicaments pour les patients et de ne pas aller vers le tout protection sans laisser une fenêtre sécuritaire pour le patient. Donc il y a beaucoup de produits qui sont fabriqués, qui sont aussi importés. Ne sont interdits d'importation que les produits qui sont largement produits en Algérie. Exactement. C'est ça la question. Monsieur Kara, vous avez eu des mots très durs il y a une année sur cette question-là en disant que c'était, si je me souviens bien, c'est une mort programmée de la production nationale, ce dispositif-là. Est-ce que l'arrêt de production d'une centaine de produits que vous avez relevé dans la période récente, est-ce que c'est une manifestation justement de ce risque de mort programmée de la production nationale? Est-ce que vous utiliseriez toujours la même formule aujourd'hui? Je dirais que c'est les premiers symptômes de la mort programmée. Voilà. Ouais. En médecin, je vous dis ça, c'est les premiers symptômes. Mais alors, vos propositions, vous, c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce que les propositions que vous faites au pouvoir public aujourd'hui, c'est de réduire, par exemple, le délai disons, pendant lesquels les prix sont fixés? Est-ce que vous voudriez, je sais pas, passer de 5 ans à 2 ans? Je vais vous schématiser ça. Ouais. D'abord, la première question, pourquoi une entreprise qui exporte sur l'Algérie, on lui donne la garantie du change, c'est-à-dire qu'elle enregistre ses produits en euros ou en dollars, et la même entreprise qui fabrique, vous savez que sous l'effet de cette protection, certains laboratoires qui exportaient sur l'Algérie des produits, aujourd'hui, les transfèrent à la fabrication locale. Ils les exportaient en euros, donc ils avaient la garantie du change. Le fait de les transférer à la production locale, ça leur pose déjà le problème de garantie de change. Ça, c'est déjà un souci. Il faudrait trouver un système où nous ne sommes pas pour une inflation permanente des prix et nous sommes très conscients à l'UNOP que le merveilleux système de remboursement et de sécurité sociale qu'on a en Algérie et qu'il faut absolument préserver repose
sur un accès élargi des malades aux soins. Aujourd'hui, nous disons qu'un producteur a besoin de prix rémunérateurs, d'abord pour amortir son investissement. Je pourrais vous parler des dizaines d'adhérents de l'UNOP qui sont en cours d'investissement et je pourrais vous parler de leurs problèmes. Mais surtout, on a besoin de se développer. Vous savez, nous ne pouvons pas rester comme on est, comme ça, cloîtrés en Algérie, sans avoir une visibilité, une présence ailleurs. Aujourd'hui, le monde si vous voulez, se mondialise. Les entreprises ne sont plus locales. Les entreprises, elles sont loco-régionales. Et si les entreprises algériennes ne vont pas capter des parts de marché ailleurs, et ne vont pas acquérir des entreprises, soit de production, soit des réseaux commerciaux ailleurs, eh ben, elles vont être mangées par d'autres entreprises. Monsieur Keral, on va revenir sur cette problématique si on a le temps en fin d'émission, mais je voudrais quand même évoquer un autre arbitrage possible. J'espère qu'il n'a pas lieu. Quand les prix ne sont pas rémunérateurs et que un producteur refuse d'arrêter la production d'un médicament sur lequel il a une marge négative, est-ce qu'on peut aussi être en face, maintenant c'est le consommateur de médicaments qui parle, d'un process de fabrication qui se dégrade un petit peu pour faire des économies? Je ne pourrais pas vous parler de ça sur l'Algérie. Moi, je sais que dans certains pays, cela se fait. Vous savez, cela dépend de l'orientation que l'État algérien veut donner à son industrie. Je pense que tous les ingrédients aujourd'hui sont réunis pour qu'à un certain niveau de décision au niveau de l'État, on dise c'est un secteur où l'outil industriel est là, où on a bon an mal an une ressource humaine qui est de plus en plus qualifiée, et on a beaucoup de chance, on a une certaine avance par rapport à d'autres secteurs industriels pour couvrir notre marché et aller sur d'autres marchés. Je vais vous donner 2 exemples et une comparaison. L'industrie pharmaceutique jordanienne et l'industrie pharmaceutique égyptienne, pour rester, si vous voulez, dans des exemples qui sont pas lointains. Vous avez une industrie pharmaceutique égyptienne qui existe depuis les années 50, qui a choisi, pour un accès aux soins élargi à tous les Égyptiens, de dire, moi, je baisse les prix au maximum, je fais une pression des prix pour que les Égyptiens accèdent aux médicaments. C'est louable mais c'est un objectif à court terme, qui a fait que, effectivement, c'est des prix très bas. L'industrie égyptienne, elle n'est pas connue pour sa qualité, et surtout, l'industrie égyptienne n'est jamais sortie de ses frontières. Maintenant, vous avez une industrie jordanienne qui a décidé de donner une autre orientation. Et bien, 95% de ce qui est fabriqué aujourd'hui en Jordanie est vendu ailleurs. Vous avez des sociétés jordaniennes qui sont en train de conquérir le monde, d'acheter des entreprises aux États-Unis, en Europe, ils sont présents dans tous les pays. C'est l'orientation que donnent les autorités publiques, soit en choisissant d'aller vers des objectifs immédiats et disons populistes de baisse de prix, soit d'aller sur une vision à moyen long terme pour permettre à des entreprises et de supporter le coût, pour permettre à des entreprises locales de couvrir le marché, de diminuer l'importation et surtout d'aller sur des marchés extérieurs. Monsieur Keral, des prix rémunérateurs sur la centaine de produits qui posent problème dans votre organisation, c'est quelle augmentation aujourd'hui? C'est quelle hausse? Vous savez, l'augmentation, c'est pas tant ces 100 produits que c'est l'avenir incertain de notre industrie. Parce que c'est dans les 100 produits sur lesquels nos adhérents demandaient des augmentations, c'est des augmentations qui sont entre 5 et 10%. C'est pas... Vous savez que Pardon, 5 et 10%, ça prend beaucoup de négociations avec le régulateur, avec le ministère de la Santé? Vous en parlez depuis combien de temps? Non, mais ça passe pas. On parle depuis plus d'1 an. On parle depuis 1 an et demi. C'est quoi le retour? Est-ce qu'il y a des arguments? J'imagine que vous avez proposé des fiches de coûts pour argumenter, sûr, oui, documenter chaque cas, etc. C'est quoi la réponse de vos interlocuteurs? Il n'y a pas de réponse pour la simple raison qu'avec toute la bonne volonté que nos interlocuteurs ont, ils n'ont pas l'autorisation de leurs supérieurs. Il n'y a pas, à notre sens, de politique qui est clairement établie et qui donne la direction de où
et comment doit aller cette industrie pharmaceutique. Il n'y a pas de cadre de concertation institutionnelle entre les opérateurs et le régulateur. Bien sûr qu'il existe. Il y a un comité de concertation où toutes les parties prenantes, il y a même d'autres associations professionnelles qui sont présentes avec tous les acteurs du marché. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il n'y a pas de chef d'orchestre qui dit voilà pour l'industrie pharmaceutique, on va vers cette direction. En fait, c'est quoi? C'est d'évaluer le surcoût que nous prendrions en soutenant la production locale et d'essayer d'évaluer tous les fruits de ce surcoût sur les prochaines années. Dans une réflexion industrielle. En 2008, le législateur qui a décidé d'interdire l'importation des produits fabriqués localement. Je ne sais pas si l'évaluation a été faite, mais on couvrait 17% de nos besoins. Aujourd'hui, on couvre pratiquement 50%. Vous savez que si on était resté comme on était en 2008, notre enveloppe d'importation, elle est d'à peu près 1,9 milliard de dollars. Elle aurait été au moins de 5 milliards de dollars. Oui, logiquement. Au minimum. Sur ce point, alors précisément, depuis l'année dernière, il y avait une baisse sensible des importations de médicaments. Cette année, enfin en tout cas jusqu'à septembre, octobre, les chiffres qu'on a eus traduisaient une augmentation des importations de médicaments. Vous l'attribuez à quoi ça, vous? Les derniers chiffres du CNIS, il y a quelques jours, sur les 10 premiers mois, je crois, il y a une baisse de 2% par rapport à l'année passée. Donc on est il faut dire... Qu'est-ce qui s'est passé en début d'année? Il s'est passé qu'en 2015, le ministère de la Santé, à juste titre, vous savez, cette appréhension des prix, ce n'est que depuis 2 ou 3 ans que les autorités sanitaires font du benchmarking et comparent les prix algériens aux prix qui sont pratiqués à l'extérieur. Ils ont commencé, à juste titre, d'essayer de protéger les intérêts de l'Algérie, de notre économie, et de négocier. Ça a été mal fait, mais ça a eu, le ministre de la Santé, je pense, a déclaré que nous avons fait 200 millions de dollars d'économie en renégociant les prix. Ce qui est dommageable, c'est que cette renégociation des prix a été faite à l'occasion de la délivrance des programmes d'importation annuels. Ce qui a retardé la délivrance de ces programmes jusqu'au mois de mars-avril. Et quand vous retardez jusqu'à mars-avril, le temps de les donner, le temps que les approvisionnements se fassent, c'est disons la moitié de l'année qui a été zappée. Et donc, ça explique cette baisse de prix. Avec bien sûr quelques ruptures ici et là de certains produits. Donc on comprend pourquoi cette enveloppe a baissé. Mais au-delà de cela, et je ne voudrais pas aussi remettre en cause la volonté de lutter contre le gaspillage, qui est une volonté tout à fait légitime, surtout par les temps qui courent. Il y a des indices qui sont logiques, qui démontrent que notre enveloppe de consommation, pas d'importation, est appelée à augmenter d'année en année. Nous avons 1 million d'Algériens qui arrivent en Algérie tous les ans. Nous avons 200 000 décès et 1 million d'Algériens qui arrivent chaque année. 1 million 100. 1 million 100, voilà. Aujourd'hui, la durée de vie est en train d'augmenter. Ça veut dire que les gens vivent de plus en plus longtemps et ça veut dire qu'ils auront besoin de plus en plus de soins. On a un plan de lutte contre le cancer qui, s'il donne ses résultats, va déceler de plus en plus de malades cancéreux qui devront être traités. Et les traitements, c'est les produits de biotechnologie qui sont de plus en plus chers. L'Algérie a une réglementation qui est favorable aux brevets de protection. Et vous savez, quand une multinationale a un brevet, elle est protégée sur une période de 20 ans et elle pratique les prix qu'elle veut sur des produits innovants. Et donc tout cela fait que notre enveloppe de consommation doit augmenter. Maintenant, nous consommons un peu moins de $100 par habitant. La moyenne mondiale est de $127 par habitant. Donc nous sommes habilités, nous avons vocation à consommer plus, voilà. À la fois globalement et par habitant.
Ce tableau que vous dressez, Monsieur Abdelwahed Karrar, sur l'avenir du profil de consommation, est-ce que l'UNOP a les moyens, enfin on vient de dire que ces moyens risquent d'être sapés par la politique de déflation systématique un petit peu de certains prix de médicaments. Les enjeux, ce serait quoi? Ce serait d'accompagner le changement de ce profil, de produire les nouveaux médicaments dont les Algériens auront besoin dans les années à venir. Est-ce que ça peut permettre aussi de maintenir le niveau de couverture du marché actuel et surtout d'accéder à un niveau supérieur, parce que le pouvoir public souhaiterait vous voir arriver à 60% de couverture du marché. 70%. 70. Vous savez, la notion du temps, cette histoire de 70%, nous on l'entend depuis, on ne dit pas 70% quand. Nous avons parlé de couvrir 68% de nos besoins quand on a organisé en 2006 ou en 2007 un congrès où nous avons clairement expliqué quelles étaient les recommandations pour y arriver. Si elles étaient appliquées, nous aurions déjà couvert ces 70% et nous nous serons déjà attaqués à des segments thérapeutiques majeurs. Nous pouvons relever le défi aujourd'hui de fabriquer, de couvrir ces 70% pour peu, et nous ne demandons aucun budget à l'État. Nous ne demandons que des processus organisationnels soient mis en place. On ne demande pas que l'État injecte de l'argent. On demande à être accompagné sur le plan réglementaire, qu'on ait des interlocuteurs qui traitent avec célérité nos dossiers d'enregistrement. Nous demandons à ce qu'il y ait une agence du médicament puissante qui puisse répondre à la demande des fabricants. Nous demandons à ce qu'il y ait une vision claire de où doit aller le secteur du médicament en Algérie. Tous ces défis, nous pouvons les relever. Ce que nous ne pouvons pas, par contre, lutter, nous ne pouvons pas lutter contre la bureaucratie, contre laquelle réellement nous sommes impuissants. Nous sommes impuissants quand il y a des décisions. Aujourd'hui, il y a des décisions qui sont complètement disproportionnées par rapport à l'objectif d'atteindre 70% des besoins. Par exemple, quand on demande à des producteurs de ne pas incinérer les rebuts de leur production jusqu'à avoir l'autorisation du ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'on est dans une suspicion extraordinaire. On est c'est-à-dire on gère le quotidien du producteur, c'est-à-dire l'autorité, on a des rebuts, on ne sait même plus où les mettre. Alors que, voilà, c'est des rebuts qui sont inhérents à toute opération. Et donc vous ne pouvez les incinérer qu'après la visite d'un agent de l'administration? Après un accord, les dossiers sont au ministère de la Santé. Aujourd'hui, si vous voulez, globalement, on est en face de fonctionnaires qui sont dévoués, qui font leur travail et qui ont peur, et disons-le carrément, qui ont peur de rentrer en prison par rapport au management des affaires courantes qu'ils font. Et ça, c'est un réel souci, parce que quand vous avez en face de vous des gens qui ont peur des contrôles qui sont faits, qui ont peur de tout ce qui bouge, ça paralyse réellement le développement de cette industrie. Monsieur Karrar, vous avez évoqué l'avenir de nos consommations de médicaments. Il y a le président Bouteflika a inauguré une partie de la ville Sidi Abdallah il y a quelques jours, et on a reparlé à cette occasion d'un pôle biotechnologique à Sidi Abdallah. Est-ce qu'il y a de la biotechnologie produite en Algérie? Non, il y a pas de. Il faut être sérieux un peu. Il n'y a pas de biotechnologie. Il faut être sérieux, ne pas parler de pôle de biotechnologie. À ceux qui nous dessinent comme ça des belles images, et on veut annoncer d'une manière pompeuse un pôle de biotechnologie. Il y a Sanofi quand même sur ce pôle qui est adhérente, c'est un membre adhérent de l'UNOP. Que va faire Sanofi sur ce site? À ma connaissance, Sanofi va fabriquer des produits qui sont pas encore de biotechnologie, à ma connaissance. Quand on parle de pôle de biotechnologie, il faut jeter les fondements de la biotechnologie, il faut faire intervenir l'université. Il y a des fondements on fait pas les choses du jour au lendemain. Si, mais Zaïbet les a faites du jour au lendemain. Il a été aidé pour ça. Mais disons, aujourd'hui, si on veut
réellement, moi, quand je vois les jeunes qui sont au niveau de nos usines, je me dis que si les fondements d'une recherche, nous avons un laboratoire de développement, je vois les jeunes comment ils travaillent, nous ne sommes pas des handicapés, nous avons des jeunes qui sont vraiment compétents, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais il faut jeter les fondements de cette recherche et développement et espérer dans 50, dans 60, 70 ans, avoir les prémices et les résultats, le fruit de tout ça. Mais avant, mais il faut pas croire au miracle. Avant d'en arriver là, disons dans les années qui viennent, vous dirigez une entreprise dont on nous a annoncé récemment qu'elle était exportatrice, qu'elle était devenue exportatrice de produits. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de la Jordanie qui exporte 95 à 90%, 95% de sa production. On comprend dans quelle direction vont vos souhaits. Est-ce qu'acheter des entreprises à l'étranger, c'est-à-dire avoir la possibilité pour une entreprise comme la vôtre d'investir à l'étranger et d'acheter, je sais pas, de prendre des participations dans des laboratoires ou est-ce que c'est une démarche qui vous paraît nécessaire, qui est possible, qui est souhaitable pour justement améliorer la qualité de la production nationale et le degré de sophistication de la production nationale? Ouais. Elle n'est pas souhaitable, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. L'Algérie doit produire 3 ou 4 champions locaux régionaux au niveau de l'industrie pharmaceutique comme au niveau d'autres secteurs. Bon, on va rester dans l'industrie pharmaceutique. Biopharm exporte dans plusieurs pays, mais plusieurs adhérents de l'UNOP exportent. Aujourd'hui, les leviers de croissance sont simples. Soit vous décidez d'aller sur une production d'une gamme complémentaire à celle que vous avez en Algérie ou à l'étranger. Et donc vous allez mettre 3 ou 4 ans pour faire votre usine, pour la mettre en place, pour enregistrer des produits, une quinzaine de produits, il vous faudra encore 4 ou 5 ans. Quand vous allez acheter soit une unité, soit une partie de cette unité, vous allez acheter des actions, et ben vous économisez du temps. Les produits algériens aujourd'hui ont besoin de réseaux commerciaux. Vous savez que c'est pas la production qui est un problème, c'est les réseaux commerciaux. Acheter un réseau en Afrique, je vais vous dire même, pourquoi ne pas acheter un réseau commercial dans un pays ami comme la Chine? Pourquoi il y a plein de Chinois qui sont en Algérie et pourquoi les produits pharmaceutiques algériens ne se vendent pas en Chine? Pourquoi ne pas profiter de notre bonne relation avec ces pays-là pour essayer d'imposer un secteur que nous maîtrisons aujourd'hui et ne pas aller... Et quand vous allez acheter votre réseau commercial, vous allez ouvrir la porte à vos produits, aux autres produits algériens, et vous allez profiter d'un réseau qui existe déjà, qui vend déjà des produits auxquels vous allez rajouter les vôtres. Mais je veux dire... Ce qui est aujourd'hui impossible par la réglementation d'échange. On l'avait compris. On l'avait compris. Il y a une nouvelle loi qui autorise les producteurs nationaux à investir à l'étranger dans la mesure en contrepartie, dans la mesure où les activités à l'étranger sont complémentaires de leurs activités en Algérie. Vous entrez dans ce cadre-là, vous, non? Non, il faudrait, je pense qu'une des obligations, c'est que les entrées les entrées de l'exportation soient équivalentes à cet investissement. C'est une condition supplémentaire, oui, ça, donc. Monsieur Kellal, est-ce que vous ne redoutez pas quand même que dans l'élan de développement qu'on souhaite à l'industrie pharmaceutique algérienne à l'international, à un moment ou à un autre, nous soyons rattrapés par l'interdiction d'importer en Algérie les produits qui sont produits en Algérie? Est-ce que c'est une disposition qui peut rester, qui protège votre industrie? Est-ce qu'elle peut durer si on veut se développer à l'international? Oui, moi je voudrais saluer, parce qu'on n'est pas là que pour critiquer nos autorités. Quand elles font de bonnes choses, on les dit. Je voudrais saluer vraiment les autorités qui ont pris cette décision et qui aujourd'hui résistent, parce qu'il y a beaucoup de pressions qui sont exercées sur nos autorités pour justement laisser tomber cette disposition. Il n'y a qu'à voir la watch list au niveau du site de l'ambassade des États-Unis pour voir que pour l'Algérie, la première chose qui est citée, et elle n'est pas citée, si elle est citée en premier, c'est que ça fait mal quelque part et que c'est une priorité pour eux. Donc ces champions du libéralisme, eux-mêmes protègent leurs produits,
mais bien sûr souhaite que les pays comme les nôtres ne se protègent pas. Et donc aujourd'hui il faut dire cela, c'est que l'Algérie résiste, c'est une très bonne chose. Ma question c'était combien de temps? J'y arrive. Combien de temps elle va résister, je ne sais pas. J'espère que cette résistance va encore durer quelques années. Je vais vous dire, parce que l'arrière-pensée, même si vous me le dites pas, je vais vous précéder. On veut pas de rente, si vous voulez. On veut pas rester entre nous, fermer la porte aux étrangers et dire voilà, parce que le système de rente est très mauvais pour le développement de la qualité, pour le développement des activités. Mais on veut que ce marché reste protégé pendant une certaine durée, qui serait entre 5 et 10 ans. Premièrement, ça ramènerait les multinationales qui veulent préserver leur part de marché ici, ça les ramènerait à fabriquer leurs produits ici. Et on apprend beaucoup avec elles. Ça, c'est très important. Deuxièmement, ça permettrait à des entreprises algériennes d'avoir une compétition en interne, ce qui produira à moyen terme, comme je vous le disais, des champions locaux régionaux qui pourront, le jour où les portes et les fenêtres seront ouvertes, de faire face à la concurrence extérieure. Aujourd'hui, cette liste est de combien de produits? Elle s'élargit ou elle se rétrécit? Non, elle s'est élargie à presque 300 produits. 300 produits. Dans le cadre d'une concertation régulière, là, dont vous parlez tout à l'heure? Pas régulière. Dans le cadre d'une concertation, bon, elle est parue il y a une année. Cette année, il n'y a pas eu de liste. Il faut dire que nos interlocuteurs ont beaucoup de choses à faire, comme je vous le disais. Vous savez, pour sortir une liste et prendre vraiment toutes les dispositions pour ne pas faire d'erreur, il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qui propose les produits? Qu'est-ce qui propose? C'est l'administration? Aujourd'hui, c'est vous? Alors, en 2008, quand je vous ai dit que cette disposition très courageuse a été mise en œuvre d'une manière hasardeuse, c'est qu'on a décidé d'interdire à l'importation des produits fabriqués localement sans écrire aucune ligne, c'est-à-dire sans écrire aucune procédure. Ce n'est que sur l'insistance de l'UNOP, en 2015, que une procédure qui n'est toujours pas officielle, mais c'est une procédure, elle a le mérite d'exister, qui a été mise en place pour, d'une part, concilier entre deux soucis majeurs. Le premier, c'est de protéger la production locale, mais l'autre souci majeur, c'est de ne pas prendre de risques et de rendre disponible la totalité des produits. Et donc, je vais vous donner un exemple très simple. On est à la fin décembre. Au jour d'aujourd'hui, les programmes d'importation de matières premières, parce qu'il y en a, parce qu'il faut qu'on soit autorisé à ramener les matières premières dans un pays qui est supposé encourager l'industrie, ne nous sont pas encore donnés. Donc le temps d'acheter ces matières premières, il se passera 3 mois. Et donc il y a des risques que certains produits fabriqués localement qui n'ont pas une couverture très importante de stock risquent de tomber en rupture. Comme ça s'est produit en 2020. Monsieur Kerrar, une fois n'est pas coutume, on va finir cette émission avec une question d'auditeur qui résume un petit peu votre activité. Il s'agit de Maine, c'est un pseudonyme, ça nous a été rapporté par Mélisa Berdad, notre community manager. Pourquoi l'UNOP n'est pas très active ces dernières années? Khlasso les problèmes ou la khlasso des solutions? On l'a dit, on peut pas faire plus. Je sais pas si elle suit les affaires de l'UNOP, mais je pense que comparativement à d'autres, on est assez actif. D'ailleurs, on nous accuse de trop bouger. Donc, les problèmes, on a toujours des solutions et on espère réellement, parce que ces solutions, nous sommes dans un même pays et nous pensons qu'on ne peut pas développer notre industrie s'il n'y a pas une certaine connivence ou même, je dirais, complicité entre les autorités et les producteurs. Voilà. Monsieur Abdelwahed Kerrar, président de l'UNOP, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct ce matin. Merci. Je vous en prie, merci. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.